Bonjour, bon réveil et merci d'être là en ce dimanche 15 avril 2018, un dimanche où le soleil s'est quelque peu éclipsé sur Alger et d'autres régions des régions nord notamment du pays aux dépens d'une forte densité de pluie. Donc le détail de la météo, vous l'aurez, mesdames, messieurs, dans un tout petit moment avec notre collègue Fariel Chir. Ça concernera certainement le territoire algérien, mais également l'Europe. Donc on verra ça dans un petit moment. Mais avant, voyons un petit peu le contenu de notre émission ce matin. Bonjour d'Algérie, votre magazine. Aujourd'hui, nous parlerons d'innovation à la veille du 16 avril, justement, Yawm al-Ilm, la journée du savoir. Nous parlerons d'innovation en éducation. Ce sera à travers une journée consacrée à cet effet, donc du côté de l'incubateur Sidi Abdallah à Alger. Donc une organisatrice, un membre organisateur plutôt de cet événement sera parmi nous ce matin, en l'occurrence Sadia Boussetta. Elle viendra nous parler justement du déroulement, mais aussi des objectifs de cet événement, de cette journée du lundi consacrée à l'innovation en éducation. Et nous continuerons de parler de technologie dans cette émission, puisque nous évoquerons également la numérisation et aussi l'archivage électronique à travers la présence justement d'un autre invité, Riles Yahya, qui est lui fondateur et également gérant d'une entreprise qui s'est entièrement vouée à cette activité, c'est-à-dire la gestion des archives de manière un petit peu moderne. Donc nous parlerons avec lui dans un petit moment de toutes les fonctionnalités et puis de toutes les solutions pouvant être offertes et aussi des prestations pouvant être offertes aux entreprises et organismes dans le domaine de l'archivage électronique et de la numérisation. Voilà, dans cette matinale, nous aurons plaisir aussi de recevoir Rachid Hassas. Lui nous parlera d'un tout autre domaine. On va parler de la contrefaçon avec lui à travers un événement justement qui a eu lieu à la fin du mois de mars dernier. Donc nous reviendrons sur les recommandations, les recommandations qui ont été au terme, qui ont découlé justement de ces 4e journées contre la contrefaçon. Nous aurons le détail tout à l'heure avec Rachid Hassas. Nous sommes le dimanche. Ce dimanche, Maya Amrani revient justement sur la beauté et le bien-être. Comme d'habitude aujourd'hui, elle a choisi d'opérer un zoom sur les tenues traditionnelles, en l'occurrence le caftan. Le caftan qui n'a plus de secret pour son invité qui l'accompagne ce matin, une styliste au regard très aiguisé. Et nous parlerons, vous l'aurez compris, du caftan ce matin. Cette tenue traditionnelle qui est de plus en plus convoitée au Maghreb et même ailleurs. Ce matin, nous parlerons également peut-être de beauté, également autrement, à travers le regard du coiffeur, du talentueux coiffeur Djilali Maachi. Il nous parlera, lui, de beauté capillaire dans un petit moment. Et puis, ce matin, nous aurons aussi l'occasion, puisque nous sommes le dimanche, de retrouver Hakim Keshroud pour un point sur l'actualité sportive. Et puis, Mariam Saïd aussi sera de la partie. Elle nous emmènera du côté de toutes ces plantes justement qu'elle chérit tant. Elle nous donnera les moyens de protéger nos plantes en période d'intempéries. Je pense qu'elle a été un petit peu inspirée par l'actualité météorologique en Algérie actuellement, puisque la pluie continue de tomber un peu sur le nord du pays. Nous sommes pourtant en plein printemps. Nous allons voir avec elle les moyens justement de protéger les plantes lorsqu'il y a intempéries et puis une pluviométrie importante. Et puis, bien sûr, nous aurons aussi le plaisir de voyager avec Siham Kenouch à travers un conte. Elle nous a habitués justement à ces petits voyages très, très, très sympathiques. Donc, ce sera aussi au terme de cette émission. Donc, j'imagine que vous êtes nombreux à l'attendre ce matin comme d'accoutumé. Voilà, tout de suite, je vous l'avais promis tout au début de ce sommaire, la météo de Fariel Chir. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous.
Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil. Eh bien aujourd'hui le temps reste instable sur le nord. En effet, on attend de fortes pluies vers le centre et l'est. L'amélioration est prévue au courant de cette matinée à l'ouest, puis vers le centre en fin de journée et enfin en soirée à l'est. Donc aujourd'hui, le temps restera chargé de nuages avec des pluies sous forme d'averses orageuses parfois, avec un temps venteux aussi à l'intérieur centre et est, les régions côtières de l'ouest et de l'est. Sur la partie sud, le temps sera peu nuageux. Au nord Sahara, au sud des oasis, avec des vents atteignant parfois les 50 km/h vers ces régions, ce qui va engendrer de fréquents soulèvements de sable. Ailleurs, rien à signaler, grand soleil. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien, elles restent en baisse, notamment à l'intérieur du pays, avec 12 degrés à Batna, 14 à El Biod, 21 degrés à Tlemcen, 19 Oran, 16 Alger, Annabas, Kikda, 15 Galma, Sétif, Tizi Ouzou, 27 Biskra, Hassim Saoud, 24 à Béchar, 31 Tindouf, 30 Elizi, 29 au Sahara central et enfin un maximum de 39 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Et bien aujourd'hui en Europe, le temps sera dégagé à Varsovie, Prague, Budapest, Bucarest. En allant vers l'ouest, le temps s'annonce couvert, pluvieux à Dublin, à Lisbonne. Côté température, 14 degrés à Lisbonne, 20 à Paris, 14 à Berne, 21 degrés au courant de cet après-midi à Prague, 24 Budapest, Bucarest, Athènes et enfin 21 degrés à Rome. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h22. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention. Excellente matinée. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Au début de cette émission, donc cette édition de Bonjour d'Algérie, tout d'abord merci d'être avec nous ce matin. Donc j'ai plaisir à recevoir Monsieur Rachid Hassas qui vient nous parler aujourd'hui de contrefaçon. Donc c'est un fléau qui a tendance un petit peu à pénaliser certains de nos commerçants, mais également aussi le secteur de l'emploi. Nous allons voir le détail justement avec Monsieur Hassas dans un petit moment. Bienvenue. Merci de nous inviter, de nous donner cette possibilité de débattre d'un sujet aujourd'hui aussi important et très sensible. Oui, en fait, c'est très important parce qu'on parle beaucoup d'économie actuellement. C'est vraiment, la manne économique est très importante. Le pays, mais aussi le monde entier, donne de l'importance à l'économie et à tout ce qui peut être afférent à cela. C'est bien cela. Ah, effectivement. Effectivement. Oh bah, écoutez, de toute façon, disons que chez nous, la situation n'est pas aussi alarmante par rapport à d'autres pays où le risque est encore omniprésent et les dispositions par rapport à notre pays ne sont pas aussi efficaces. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, on accuse déjà quelque chose comme 600 milliards de dollars qui partent comme ça en fumée par rapport
à ce fléau qui menace nos industries, qui menace aussi un peu les emplois, qui menace les PME, les sensibles. Oui. Et les 4e journées que nous venons d'organiser avec la participation active de différentes institutions, comme le ministère de l'Industrie et des Mines, le commerce, les finances, l'habitat et tout. Donc avec des experts venus de partout, y compris d'Europe, pour essayer d'expliquer un peu les conséquences de cette contrefaçon voilà. sur la santé, sur l'économie, sur tout ce qui bouge et tout ce qui vit sur cette planète. Parce que là, oui. ça devient un peu plus critique, je dirais. Oui, tout à fait. Donc c'était au mois de mars dernier, 29. Au terme du mois de mars, 28 et 29 mars dernier, vous avez regroupé en fait tous les opérateurs susceptibles d'apporter quand même des solutions ou une réflexion comme ça. Pardon, excusez-moi. Oui. On a plutôt invité les différents organismes relevant du ministère de l'Industrie, en l'occurrence l'INAPI, l'INAOR, les douanes, les ministères, les juristes, les avocats, en fait, tout ce beau monde était présent dans la salle, l'ONML aussi, tout ce beau monde était présent pour répondre un peu aux questions des participants qui étaient autres que les représentants des entreprises nationales publiques et privées, et bien sûr avec la participation des médias. Très voilà. Bien. Alors oui, c'est cette plateforme offerte justement à l'effet de déclencher cette réflexion qui peut avoir son incidence sur notre économie. Donc, qu'en est-il? Y a-t-il eu vraiment des retombées de cette journée? Oui, des retombées parce que il y a eu des recommandations importantes qui ont été pour la première fois d'ailleurs proposées aux institutions. Et ces recommandations, d'une manière générale, font passer un seul et unique message, c'est la coordination. La coordination entre les différentes structures pour aller vers ce front et le combattre. Le combattre afin qu'il y ait, je dirais, l'effacement total de ce fléau. C'est une chose vraiment impossible, je dirais, mais plus ou moins éviter à ce que ça s'amplifie, à ce que ça prend une dimension quand même assez inquiétante. Au niveau des douanes, par exemple, nous avons suivi avec attention ce qui a été dit par nos amis de la Direction générale des douanes, qui relève, par exemple, pour l'année 2017, 724 214 produits qui ont été mis de côté pour suspicion. Oui. C'est-à-dire que, bon, est-ce que c'est à contrefaçon ou pas, mais quand même, ils ont été mis de côté pour préserver un peu notre économie et la santé. Et alors que c'est vrai que quand on descend vers le marché, nous, femmes, par exemple, quand on va dans le secteur du cosmétique, ne serait-ce que celui-là, c'est un exemple qui est très courant, on a tendance à craindre, au moment de l'achat et du choix, la présence de certains produits contrefaits sur les étals. Donc on est très prudentes, nous les femmes. Vous savez, lorsqu'on parle de la contrefaçon, d'abord vous prenez un produit, une marque donnée. Alors vous dites, cette marque, je l'utilise régulièrement. Oui. Tant au niveau, par exemple, cosmétique, automobile, ou tout ce qui est, par exemple, ses cheveux, oui. Les crèmes. Oui, tout ça, ça concerne justement. Tout ça, oui. Mais lorsque vous utilisez une marque, vous dites, je suis habitué à utiliser cette marque. Et en fait, quand il faut faire très très attention, et malheureusement, nous, on n'a pas cette culture. C'est-à-dire, nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, on ne fait pas très attention. On achète une marque et on se dit que elle est d'origine. Et souvent, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas et c'est du copier-coller. Oui. Donc, on a l'impression, mais il faut avoir vraiment un œil vif pour situer le défaut, le détail. Oui. Parce que c'est le détail qui fait la différence. Parfois le prix aussi. Non, le prix peut nous alerter, mais ils peuvent être assez malhonnêtes pour nous introduire un produit contrefait au milieu d'un ensemble de produits oui, par exemple, qui sont vous, madame, d'origine. Vous ou moi ou quelqu'un d'autre irez directement vers un produit qui coûte moins cher que d'acheter
le produit qui coûte cher. Je dis, écoutez, ça coûte 100 dinars. Eh ben, écoutez, au lieu d'acheter 200 dinars, j'achète 100 dinars. Voilà, le consommateur peut être dérouté par cette histoire de baisse de prix. Absolument. C'est cette histoire aussi des pièces détachées automobiles. Un câble, par exemple, de frein, ou une plaquette de frein, ou une autre pièce détachée, vous allez voir un revendeur, et peut vous jurer par tout ce qu'il a de plus cher qu'elle est d'origine. Mais alors, comment peut-on déterminer aujourd'hui que cette pièce est réellement d'origine? Et c'est là où ça devient dangereux, parce qu'il y va de la sécurité du consommateur, là, directement, de sa santé et de sa sécurité. Mais c'est sûr, c'est pour ça que je vous dis... Et donc, vous disiez, comment est-ce qu'on peut... Bon, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait la participation directe du consommateur. Lorsqu'il est atteint par... ce qu'on appelle lorsqu'il est allergique à tel produit. Hier, il ne l'était pas et subitement, il l'est, par exemple. Et ça peut s'inquiéter. Il y a des services concernés au niveau du ministère du Commerce, au niveau de la DGSM maintenant, qui a créé 48 brigades au niveau de 48 wilayas. C'est quelque chose de formidable. C'est nouveau. Et là, la participation directe de la DGSM aussi, on l'a démontré pendant ces journées. Une intervention qui est très efficace. La douane aussi. La douane aussi, il y a des initiatives qui sont prises par les douanes pour aller sur le marché. Il y a des interventions selon les alertes provoquées par les consommateurs. Donc voilà, en moralité, il faut dénoncer. L'appel que vous lancez quelque part, c'est qu'il faut quand même participer à cette dénonciation. Oui, sinon on ne pourra jamais. Je vous ai ramené un tableau, je ne sais pas si on peut le voir, qui explique comment la contrefaçon naît. C'est un cas parmi des milliers de cas. Et ce sont donc des experts de la contrefaçon qui font tout pour éviter la traçabilité du produit. Par exemple, ils réfléchissent et prennent l'initiative dans un pays A, je dirais. Je ne sais pas si on peut voir le tableau. Je ne sais pas si le tableau est prêt, donc je pense que la script va tout de suite nous le c'est pas un problème. On prend l'image. Dans un pays A, on réfléchit sur la mise en production d'un produit. Oui. Mais il faut trouver un sponsor. Le sponsor, il faut trouver dans un pays B. Oui. Et lorsqu'on a le sponsor, ça veut dire que toutes les conditions sont réunies, on lance le produit dans un pays C. D'accord. Et c'est là-bas qu'il est fabriqué. Et pour éviter à ce qu'on arrive à déceler la provenance du produit, on négocie avec un autre pays qui va nous servir de passage. De passage vers le pays E. Une transition. Une transition. Et à partir de là, et c'est là où le produit est vendu en toute tranquillité. Or, chez nous... Donc c'est vraiment comme ça... Absolument, mais chez nous... Un parcours qui tend à dérouter, justement. Ah oui, mais c'est ça la stratégie. Et puis chez nous, je dis, alhamdoulilah, nos frontières ne sont pas une passoire. Il y a quand même tous les services concernés qui veillent au grain. Et par exemple, j'ai donné un chiffre tout à l'heure, si vous permettez. Alors, on est arrivé en 2016, c'est ça, à plus d'1 million de produits mis de côté. Plus d'1 million de produits. Et en 2017, on est à 700 000. Déjà, vous voyez la différence. Alors qu'en 2010, il y avait 300 000 produits. Il faut dire que les organismes, par exemple, les douanes algériennes ont beaucoup misé sur l'aspect formation des éléments. Les éléments ont été formés, ce qui explique un peu cette évolution qualitative. La formation. Elle est continue et donc oui. La formation, elle est omniprésente. Et puis non seulement la formation, mais il y a aussi des conventions qui sont signées avec les différentes structures. À l'échelle internationale, vous voulez dire. Internationale et nationale aussi. Mais pour éradiquer ce phénomène, il faut la participation du consommateur. Est-ce que vous savez, par exemple, que je prends le cas des lentilles, les lentilles contrefaites. Le docteur Messadi, ophtalmologue, qui est passé, qui est intervenu lors de ces journées,
nous a montré des images qui font très peur, très peur. J'allais dire, moi je ne suis pas du métier, mais je dirais même que on a l'impression que l'œil s'est décollé par rapport à cette lentille. On perd l'œil par rapport à la lentille contrefaite. Une dame qui va au mariage, elle demande à sa copine ou à sa nièce de lui prêter ses lentilles, par exemple. Et ces lentilles qui sont contrefaites, elle les porte. Elle les porte pour se faire belle. Or, je dis que nos femmes sont très belles. Souvent, on n'a pas besoin de changer de couleur d'yeux. Oui. Alors, des fois, donc, elle porte la lentille contrefaite et les conséquences, c'est la destruction pratiquement de l'œil. Par exemple. Oui, parce que pour peu qu'on l'expose l'œil à la chaleur, à une source de chaleur, ces lentilles ont tendance à se, dégrader et elles collent à la rétine complètement. Oui, mais c'est des lentilles qui ne sont pas d'origine, c'est des lentilles qui menacent un peu, qui sont là, présentes, qui menacent. Et comme nous, donc, on n'a pas encore cette culture, on ne réagit pas, on ne vérifie pas, on ne voit pas, on achète. La Chine est souvent pointée du doigt chez nous, par rapport à des produits qui ont porté atteinte à la santé dermatologique. Des personnes se sont trouvées en difficulté vraiment suite au port de certaines, par exemple, chaussures. Ça a été un scandale qui a eu lieu il y a quelques années. On ne l'oubliera pas, celui-là. Oui, mais vous savez, madame, les images étaient aussi difficiles à voir. Lorsqu'on vous dit que la Chine, c'est 78% de produits qui arrivent chez nous. Oui. Alors, suivi de la Turquie, beaucoup moins. Et on trouve aussi la Tunisie. La Tunisie qui se tirait autour de 20%. Et on continue, Là, ce sont des pourcentages que vous... C'est la douane. Oui, voilà, c'est les produits contrefaits déjà interceptés. Alors, soit contrefaits, ou alors de mauvaise qualité. Mais pour moi, je dis contrefait ou mauvaise qualité, c'est pratiquement la même chose. Lorsque vous consommez quelque chose qui est de très mauvaise qualité, donc il va avoir des répercussions sur votre santé. C'est la même chose. Oui. Pour un produit contrefait, c'est la même chose. Mais la contrefaçon, je vais vous citer un cas qui a été d'ailleurs cité pendant les journées. Je ne citerai pas la marque. Bien sûr. Savon machine. Qu'on achète régulièrement. D'accord. Vous savez ce qu'on a trouvé à l'intérieur? C'est du sel. Carrément. Carrément. Du sel. Ça ne mousse pas, ça ne lave pas, ça désinfecte à la limite, mais ça ne fait pas autant d'effet. Mais ce produit est vendu dans 2-3 wilayas. Heureusement qu'il y a eu l'intervention immédiate des services concernés. C'est vous dire un peu l'efficacité de nos services qui font honneur un peu, qui nous protègent, qui protègent le consommateur. Ça rassure, monsieur Hassas. Notre économie. Autrement, c'est la catastrophe. Par exemple, les médicaments contrefaits chez nous, on a des laboratoires. Qui surveillent, qui sont là et qui évitent ce genre. Mais les experts en contrefaçon, on voit ça dans les pays africains, dans les pays vraiment où ils sont diminués, ils n'ont pas cette possibilité de contrôle de laboratoire. C'est là, c'est devenu un laboratoire. L'Afrique, dans certains pays, sont devenus vraiment un laboratoire. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, je peux vous donner quelques chiffres. Rapidement, oui, allons-y. Alors, par exemple... Dans le domaine pharmaceutique, toujours? Oui, alors, non, pour le niveau des douanes, par exemple, ils ont mis de côté plus de 200 000 appareils dépilatoires et sèche-cheveux. Contrefait. Oui, parce que le sèche-cheveux, c'est quoi? On vous brûle vos cheveux. C'est l'appareil qui brûle carrément. Vous achetez une marque, vous dites une marque, ben vous essayez Et puis, c'est vos cheveux que vous perdez, pratiquement vos cheveux. Les pâtes alimentaires, par exemple. Les pâtes alimentaires aussi. Il y a 180 000 produits mis de côté. Il y a les pièces détachées, plus de 5 000. Tout ce qui est électronique, les accessoires téléphone aussi, il y a plus de 20 000. Les produits électroniques, plus de 13 000. Le textile, près de 2 000 produits mis de côté. C'est énorme, puis vous avez, pire encore, vous avez les thermomètres médicaux aussi, qui ont été donc refusés pour dédouanement par l'ONML qui est spécialisé dans tout ce qui est contrôle, justement, tout ce qui est des mesures. Les compteurs électriques
les compteurs d'eau qui sont faux, les balances de poche aussi. Ça arrange un petit peu les mauvais commerçants. Hein. Absolument. Au les niveau balances des marchés, qui sont par à exemple, leur avantage. Dans certains marchés en Algérie, vous voulez acheter 1 kilo d'orange et puis on vous dit que vous avez 1 kilo, alors il n'y a pas le kilo. À peine 800 grammes peut-être. Oui. Enfin, c'est tout ça aujourd'hui qui menace les emplois. C'est une panoplie de produits, vraiment tout le panel est très large, je vois. On le voit, d'où la nécessité justement de sensibiliser à travers ces journées que vous organisez annuellement. Donc vous en êtes à la 4e édition. À la 4e et puis la 5e, on va l'organiser très prochainement avant la fin de l'année. Il faut accélérer la sensibilisation, accélérer la formation. Et vous, les médias, vous jouez un rôle très important. Et je pense, si je dois me permettre de faire passer un message en direction des médias, c'est de revenir ne serait-ce une fois par mois sur ce phénomène dans vos émissions pour dire attention, n'achetez pas n'importe quoi. Et alhamdoulilah, encore une fois, chez nous, la situation n'est pas aussi alarmante. Y a-t-il un numéro vert où l'on peut appeler justement, ou est-ce qu'il faut communiquer avec justement le ministère des Industries pour... Ça, je ne l'ai pas, je ne veux pas vous le communiquer. C'est pas que je ne veux pas vous communiquer, je ne l'ai pas. Très bien. Donc, ça fait partie des recommandations. Voilà, ça fait partie des recommandations de cette quatrième journée anti-contrefaçon. Donc, merci de les initier pour le bonheur justement des consommateurs, pour la santé et justement la sécurité du consommateur en général. Donc, j'imagine que vous êtes déjà prêts pour la prochaine édition. Ah oui, on la prépare activement. Et puis ces journées, je peux vous dire qu'on est les premiers en Algérie ou les deuxièmes à les organiser. Ailleurs, ce sont des congrès, et nous, ce n'est pas des congrès, c'est des journées, des conférences, débats, c'est des espaces de communication, d'échange d'expériences et tout. Et il faut y aller vite, très vite. Il faut doubler un peu ce phénomène. 30 secondes, je vous promets. Oui, chrono en main. Rapidement. Je vous dis, est-ce que vous savez que la contrefaçon, c'est-à-dire le produit mal fait devance le produit original. Avant qu'il soit sur le marché, le faux produit est déjà sur le marché. Lorsqu'il a l'information que tel produit de luxe doit être mis sur le marché d'ici 15 jours, mais avant 15 jours, le faux déjà est sur place. C'est dire à quel point c'est dangereux. Cette anticipation est très dangereuse. Vigilance. Et les services de sécurité, les institutions, avec leurs armes et tout, sont là. Il faut contribuer et les alerter, c'est à eux d'aller sur le marché pour bloquer un peu ce phénomène. Merci infiniment, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, Rachid Hassas, donc, de nous avoir un petit peu éclairé sur la présence de ces journées en faveur de la lutte contre la contrefaçon. Merci et bonne continuation pour cette lutte. Voilà, j'espère que vous avez eu des personnes qui vont être peut-être plus vigilantes à l'avenir et qui vont participer à cet effort de sensibilisation. Donc, quant à vous qui êtes avec nous ce matin, nous allons tout de suite passer à la séquence suivante. Dans cette matinale, nous allons parler de la journée du savoir à travers deux autres invités qui vont nous rejoindre. Mais avant, plantons un petit peu le décor avec justement une petite virée. Bon, c'est pas tout à fait lié à la thématique, mais quand même, voilà, l'espace artistique en général contribue un petit peu à l'éveil de l'esprit auprès des générations, quelles qu'elles soient. Donc aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur un atelier d'initiation à l'art, la galerie Ben Semen en l'occurrence, qui a été visité pour nous et pour vous par Nour El Houda Bouzgaou. Concilier art et passion est au rendez-vous dans la galerie d'art Ben Semen. Plusieurs ateliers sont proposés aux passionnés et aux amateurs d'art. Un programme pédagogique leur est préparé afin que l'évolution et l'apprentissage se font d'une manière plus judicieuse. Il y a des ateliers. En fait, on a créé ces ateliers pour permettre aux clients, aux gens, d'avoir un espace où ils peuvent se détendre, aussi exprimer leur créativité et tout.
Alors, il y a des ateliers pour enfants, il y a des ateliers comme peinture, ateliers créatifs et sculpture. Chaque mardi après-midi ou samedi après-midi, il y a un thème. Et aussi, il y a d'autres ateliers pour adultes, comme la peinture sur verre, comme aujourd'hui. Vous avez aussi chaque samedi matin la création des bijoux. Vous avez de la calligraphie et d'autres ateliers comme la peinture, la mosaïque, voilà. Autour d'un bon café chaud, donner vie au verre devient une passion incontestablement prisée. Traçage au cerne, une technique qui requiert concentration et précision. Remplissage avec des couleurs chatoyantes en suivant des techniques différentes donne un résultat gracieux. Vitrail, c'est un nom que je découvre à travers l'atelier de Ben Semmène. Donc j'ai eu le plaisir de connaître plutôt, comment s'appelle, Saïda. Voilà, Saïda qui m'a fait découvrir son atelier, son monde artistique. Et grâce à Facebook, j'ai découvert le nom vitrail. Je connaissais un peu les techniques de peinture, mais pas le mot vitrail. Donc je me suis intéressée et grâce à Madame Nour, j'ai découvert cet art que je trouve très intéressant. Voilà, en général. Ça fait maintenant 4 mois que je suis en train de m'émanciper. C'est une vraie passion et vraiment c'est une bouffée d'oxygène chaque jour qui m'apporte un plus dans ma vie de tous les jours. Les enfants ont aussi leur place dans la galerie. Des thématiques différentes, dessins différents, aussi un moment agréable à partager ensemble. Ces moments pour eux sont tout juste un exploit. Un exploit d'être en contact avec la peinture, avec les matériaux. Un art qui leur apporte beaucoup, notamment dans le développement de leur dextérité et de leur imagination. Aujourd'hui, masque de héros pour eux. Moi, c'est le premier jour que je vais ici, que j'apprends à faire la peinture et tout. Et qu'est-ce que tu as fait, Guillaume? C'était quoi le thème, Guillaume? On va couper les masques de super-héros et on va faire la peinture et on coupe et on le met sur la tête. Rendez-vous pris donc tous les samedis et mardis pour le plein d'énergie dans un monde artistique éclairé de 1001 techniques. Je vous le disais il y a un instant, nous sommes à la veille de la journée du savoir, Yaoum el-Ilm, le 16 avril, donc de chaque année. Cette journée est célébrée un petit peu partout. Nous allons voir un petit peu du côté de l'incubateur de Sidi Abdallah ce qu'il en est, puisque je pense que vous avez initié un événement à cet effet. Oui, absolument. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous présenter Saadi Abou Setta, donc oui, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc chargée de la com pour la start-up Safari Studio, mais également pour cet événement dont on va parler dans un tout petit moment. D'accord, absolument. Innovation donc en éducation. Oui. Et puis bienvenue également ce matin à Monsieur Riles Yahya, qui lui aussi a un lien très étroit avec la technologie, au service cette fois-ci des archives. Des archives et des documents de manière générale. Oui, et vous aussi, vous gérez, vous êtes à la tête d'une entreprise justement qui s'est spécialisée en la matière. Exact. Très bien. Honneur aux femmes, si vous le permettez, tout d'abord. Bien sûr. Très bien, on revient vers Saadi Abou Setta pour parler de cette journée. Demain, donc, sera une journée consacrée entièrement à l'innovation en éducation. Et ce sera du côté de l'incubateur de Sidi Abdallah à Alger. Oui, absolument. Donc, on a voulu organiser cet événement le jour du 16 avril, qui est donc la journée nationale du savoir. Et voilà, qui va nous permettre donc de mettre le lien pour la continuité du savoir, on va dire, en utilisant la technologie d'aujourd'hui. Alors c'est pour célébrer et surtout pour faire connaître les innovations qui se font, donc que ce soit à l'extérieur ou chez nous. Donc par exemple à l'incubateur, il y a des exemples voilà, d'outils qu'on utilise et qui peuvent absolument faciliter et aider
Alors l'éducation, donc on remercie d'abord, je vais commencer par remercier la NPT. Citer déjà les partenaires. Alors les partenaires, oui, de cette absolument. Donc le partenaire principal, c'est l'Agence nationale de promotion des parcs technologiques, et on remercie Monsieur Ben Saoula en premier, le DG donc de l'incubateur, et Madame Knatev qui est la directrice aussi, le DG de l'ANPT, et Madame Knatev donc la directrice de l'incubateur, qui nous ont permis donc d'organiser cet événement qui va prendre une envergure internationale, donc avec la participation de conférenciers étrangers, donc en visioconférence, et aussi dans nos ateliers de lecture en ligne des enfants donc de l'extérieur, voilà, du Bénin, du Canada et de France. Donc plusieurs pays prennent part justement absolument, à cet événement. Donc en plus des conférenciers donc, de chez nous, donc des spécialistes de l'éducation et de l'enfance qui vont intervenir pour exposer ce qui se fait de mieux donc, chez nous. Et voilà, pour débattre aussi, puisque ça sera fait en panel. Donc, on aura des groupes d'intervenants qui vont parler donc, du sujet de l'innovation et de l'éducation. Bien sûr, avec un débat ouvert aux participants. Absolument, donc absolument. Et en parallèle, les ateliers vont se passer à côté. Donc, on a des ateliers de lecture en ligne qui sera une première, je pense, en Algérie. Donc, les enfants seront présents directement donc, en visioconférence dans une salle virtuelle où ils pourront partager un moment de lecture après s'être présentés. Bien sûr, ils vont faire connaissance avec d'autres enfants, donc d'autres pays, puis partager un petit moment de lecture. C'est-à-dire que la lecture est assurée par les enfants eux-mêmes ou par absolument. Il y a un animateur qui va gérer un petit peu au début, donc présenter tout le monde, faire le lien, et puis le livre, présenter le livre aussi, peut-être un petit passage qu'il va lire, mais sinon donner l'honneur aux enfants de participer eux-mêmes à la lecture. Voilà, donc parce que cet outil-là, c'était au début fait surtout pour faire revenir l'enfant au livre à travers à travers la technologie. À travers la technologie, parce que c'est vrai que c'est une génération qui aime tous les outils technologiques. Absolument. Et c'est vrai qu'ils auront quelque part, par exemple, pour citer, revenir à l'exemple de la lecture, ils auront l'impression de participer à un jeu collectif. Absolument. Voilà. Et ils adorent se rencontrer sur le net. Déjà, le fait de se voir, de se parler, voilà, c'est comme un jeu. Donc, pour eux, c'est agréable. Et faire l'effort de lire, voilà, ça va être plus facile pour eux et plus agréable. Voilà, vous les avez eus complètement là. Absolument. On a fait le test. Ils étaient très contents. Hein. Franchement, moi, mon fils, en premier, il n'aime pas trop lire, comme tous les enfants d'ailleurs. Donc, lui donner un livre et s'asseoir pour lire, c'était un peu... Mais par contre, dans l'atelier de lecture, en revoyant ses copains, ses cousins et tout, oui, il a adoré. C'est dire que vraiment cet atelier vraiment a su créer un engouement, mais aussi a permis justement à l'incubateur de décrocher un prix. Absolument. Donc, alors, on a décroché un prix donc, à un Startup Weekend, Techstars, qui a été organisé donc, en novembre 2017 au niveau de l'incubateur, bien sûr. Et voilà, donc comme c'était innovant, c'était nouveau et que voilà, le besoin était là par rapport à la lecture pour les enfants. Donc, grâce à ça, on a décroché la deuxième place. Très bien. Donc, l'objectif, si j'ai bien compris, de l'incubateur, c'est de promouvoir toutes les innovations. Cette fois-ci, vous avez zoomé un petit peu sur l'éducation, tout ce qui se fait en éducation. Voilà. Absolument. Donc, on est 2 startups qui œuvrent dans ce domaine-là, mais il y a énormément de porteurs de projets au niveau de l'incubateur, et même aussi au niveau national. Hein. Donc, l'Agence nationale a des incubateurs sur Oran, à Naba et donc un peu partout. Alors, il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de jeunes qui sont... aider pour réaliser leurs idées, leurs projets innovants. Et voir l'aboutissement de la start-up imaginée à la base. Absolument, c'est le travail. Et moi, j'encourage tous les jeunes qui ont une idée, même si c'est pas je sais pas, juste avoir l'idée et aller la proposer. Parce qu'ils peuvent passer et la commission peut voter sur l'idée si elle est bonne ou pas. Ils pourront se retrouver en start-up. Excellent. Voilà. Mais en attendant, ils peuvent déjà avoir une idée de ce qui se fait justement au niveau de l'incubateur en participant à cette journée demain. Déjà, il y a un premier événement. Par rapport à l'éducation, mais il y a beaucoup d'événements qui se font donc au niveau de l'incubateur. Très souvent, il y a des événements et j'encourage tout le monde. Moi, j'ai connu l'incubateur à un Joomla Day parce que je fais du développement avec le CMS Joomla. C'était grâce à ce Joomla Day Algérie que j'ai connu l'incubateur et j'ai postulé pour votre projet. Voilà.
Votre projet, rappelons un petit peu en quoi il consiste. Alors le premier projet que j'ai présenté à la NPT, c'était la plateforme Moutabara, qui est une plateforme donc de suivi de la scolarité à distance, c'est-à-dire mettre le lien entre l'école et les familles pour pouvoir aider nos enfants, parce que l'enseignant, il est un petit peu coincé tout seul avec ses quarantaines d'élèves, et nous, on n'est pas très au courant du déroulement des leçons des professeurs, donc pour pouvoir vraiment l'aider. Et cette plateforme-là, donc elle était censée mettre le lien et faciliter la communication pour aider nos enfants dans leur scolarité. C'est un peu comme le principe d'une autre start-up que nous avons eu l'occasion de présenter, l'Ecool par exemple, qui fait un petit peu dans ce sens. L'Ecool de Ooredoo, c'est le soutien scolaire. Nous, on vise beaucoup plus, c'est-à-dire c'est une plateforme de communication, c'est-à-dire donner l'accès à l'enseignant de publier un petit peu le déroulement de ses leçons pour que les parents puissent le suivre. Et voilà, s'il y a des problèmes, donc aider. Alors le soutien scolaire peut être justement aidé par exemple cet atelier de lecture qu'on propose demain. Il y aura justement beaucoup d'échanges. Inch'Allah, il y a beaucoup d'organismes qui vont intervenir par rapport à ça et ça va aider. Très bien. Donc voilà, ce sera donc au niveau de l'incubateur. Ça se déroulera sur toute une journée. Le départ se fera à partir de 8h30, c'est bien cela. 8h30, et donc, comment est-ce que vous avez réparti entre panel et atelier? Donc ça se fait en parallèle? En parallèle, oui, parce que les ateliers, c'est destiné donc à des enfants qui viennent des écoles. Donc voilà, on a 4 écoles, donc une 60aine d'élèves qui vont participer aux ateliers. Et puis les conférences et panels, donc pour les gens qui se sont inscrits en ligne à notre journée pour assister donc aux conférences et voir ce qui se passe. Très bien. Donc pour ce qui est du deuxième atelier, donc on a parlé de l'atelier lecture en ligne. Parlez-nous un peu plus du second atelier que vous avez à vrai dire, j'ai oublié aussi d'autres ateliers. Donc on avait programmé 4 ateliers au début, mais il y a l'ASTOA, c'est la Ligue, la Ligue des activités scientifiques et techniques, la wilaya d'Alger, qui va venir aussi participer avec nous, avec d'autres ateliers. Donc nos ateliers à nous, c'est l'atelier de lecture en ligne, le mind mapping. L'atelier de mind mapping, c'est le kharita dehnia, on va dire en arabe, c'est la carte mentale. Comment résumer son cours facilement pour pouvoir l'apprendre pour les enfants. Donc on va leur apprendre à faire ça. Et aussi donc un atelier de mémorisation de champions, parce qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui aident à la mémorisation, et on va mettre l'accent sur ça. Et il y a un autre atelier que M. Dilmi de Madrasanet va proposer, c'est l'apprentissage des langues par le théâtre. C'est-à-dire que apprendre l'anglais en jouant une pièce de théâtre, ou encore le français, c'est agréable. Souvent, et puis, on apprend à travers les chansons, et le théâtre, absolument, et ça va vraiment, ça va plaire aux enfants, je pense, oui. Je pense que ça va être ludique, et ça va un petit peu les intéresser. Donc voilà, on a vu grâce à vous donc les TIC au service de l'éducation. Excusez-moi, juste parce que j'ai pas cité l'Institut français d'Alger qui va également participer avec une animation avec nous. Donc je les remercie d'avoir accepté de... Quel type d'animation? Alors c'est toujours à propos de la lecture, donc une animation sur le petit chaperon vert au lieu du chaperon rouge. Donc une animation pour les enfants à propos du livre de Le Petit Chaperon Rouge. Donc ça sera Le Petit Chaperon vert, donc d'un auteur que l'animatrice va présenter aux enfants. Donc voilà, c'est une animation pour les enfants à propos d'une lecture d'un roman, donc pas d'un roman, d'un conte. Voilà, d'un conte. Excellent. Le conte, il en sera question aussi dans notre émission ce matin avec Siam Kenouch qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais avant, donnons la parole un petit peu à Monsieur Riles Yahya, fondateur donc d'une entreprise qui s'est, elle, intéressée aussi à la technologie, mais au service des archives et de la documentation. C'est ça. C'est bien cela. Donc nous, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc nous, effectivement, nous sommes une entreprise spécialisée dans ce qu'on appelle la transformation digitale des entreprises, mais on s'est spécialisé dans tout ce qui est documents. Donc on met en service les nouvelles technologies pour gérer, pour conserver, pour mieux organiser les documents en entreprise. Et dans les documents d'entreprise, bien sûr, il y a les archives et on offre des services de ce qu'on appelle les archives électroniques. Très bien. Donc la gestion d'abord des documents courants, parce que vous offrez aussi cette prestation, vous aidez les entreprises à s'organiser par rapport à leur documentation. Alors dans ce métier de numérisation, donc c'est parce qu'on croit qu'il suffit d'avoir un scanner et numériser.
mais il y a tout d'autres sous-métiers, si j'ose dire. Hein. Donc, nous, en entreprise, on est organisé en 4 pôles. Hein, et ces 4 pôles reflètent les besoins majeurs en matière de numérisation. Donc, il y a le pôle prestation de numérisation, c'est-à-dire on a des gros scanners, on a des logiciels, mais aussi une organisation dédiée à ce type de prestations. Donc, on numérise pour les entreprises tout son passif archivistique. Très bien. C'est vrai que les choses évoluent, la technologie évolue au fur et à mesure, et des fois, on est dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on ne prête pas attention à la qualité de l'archivage. Et puis l'entreprise, c'est-à-dire elle est noyée dans son quotidien, donc elle n'a pas le temps, elle n'a pas le personnel qu'il faut, elle n'a pas l'organisation, donc c'est toute une logistique à mettre en place. Donc nous, on est rodés, on fait que ça, on est bien organisé, donc on offre cette on rattrape déjà le retard par la numérisation. Voilà. Et cette prestation, on l'a fait de 2 manières, c'est-à-dire inshore ou offshore. Donc on peut la faire chez nous, dans nos locaux, comme on peut se déplacer avec notre matériel chez l'entreprise pour faire cette prestation. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est que derrière, il y a des solutions informatiques qu'on appelle des plateformes logicielles de gestion électronique de documents, c'est-à-dire qu'une fois ces documents numérisés ou ils sont natifs numériques, on les injecte dans des systèmes pour pouvoir les retrouver, les gérer, les partager, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième pôle. Il y a le troisième pôle, c'est-à-dire on l'a créé à la demande, hein, c'est le terrain qui nous a poussé. C'est qu'en allant envers les entreprises, on trouve qu'ils ont, en amont, hein, ils ont besoin d'une organisation physique, c'est-à-dire d'archivage physique. Donc là, il y a un autre pôle qui s'intéresse uniquement à l'organisation des archives, à leur nettoyage, à leur traitement, avant de procéder à leur numérisation. Un tri au préalable, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout, on prend l'essentiel, ce qui peut être gardé, conservé. On a remarqué qu'il y a certains prestataires, c'est-à-dire quand ils proposent leur service, ils numérisent tout pêle-mêle, comme on dit, alors qu'il y a des documents qui ne nécessitent pas une numérisation, il y a des doubles, il y a un traitement à faire, quoi. Donc nous... Donc cette partie physique du travail, vous l'assurez également. Oui, on l'assure. Et puis il y a le quatrième pôle, et c'est le pôle le plus important, c'est qu'on assure tout ce qui est accompagnement, formation, audit documentaire au profit de ces entreprises. C'est-à-dire, j'ai une entreprise, je m'adresse à vous parce que je n'ai pas les outils, je n'ai pas aussi le savoir-faire nécessaire ou peut-être pas les employés qu'il faut, donc vous pouvez former mes employés, c'est ça? C'est ça. Donc, ou alors, voilà, nous donner les outils. Voilà, donc nous, on est très agile. Donc nous, on s'adapte à votre besoin. Mais déjà au préalable, il faudrait qu'il y ait des discussions et qu'il y ait des entretiens avec les responsables de l'entreprise. Il faudrait qu'il y ait un audit du terrain et à partir de là, on propose ce qu'il faut pour l'entreprise. Donc ça peut aller d'un simple audit, ça peut aller vers la formation. Donc il y a des entreprises qui vous disent moi j'ai besoin de mettre à niveau mes employés dans les questions des archives, par exemple. J'ai pas besoin de solution. Il y a d'autres qui vous disent non, j'ai du matériel, je veux juste avoir une solution. Il y a d'autres qui vous disent non, j'ai une solution, mais j'ai besoin que vous m'aidiez à numériser mon passif. Donc nous, on y agit. Ou alors vous offrez la plateforme et vous assurez une formation pour le suivi et pour rendre cette plateforme opérationnelle. Donc en fin de compte, nous on assure ce qu'on appelle des solutions de bout en bout, ce qu'on appelle en anglais end-to-end solution. Donc c'est des solutions du bout en bout. Voilà. Très bien, c'est-à-dire que vous maîtrisez en quelque sorte, voilà, si on devait résumer cela, tout le process de numérisation, mais également d'archivage électronique, vous le maîtrisez, et les prestations qui en découlent, donc vous êtes là pour les assurer. Oui, il y a d'autres sous-produits qu'on peut tirer de l'archivage aussi. Donc c'est tout un métier, donc il ne faut pas croire que c'est juste une simple action mécanique d'introduire un scanner, non. C'est une réflexion en amont, si j'ai bien compris, qu'il faut instaurer. Oui, une réflexion, mais moi je le dis toujours dans mes séminaires et dans mes formations. C'est vrai qu'il faudrait avoir des scanners, des solutions, mais il ne faut pas oublier que ça, ce n'est
qu'un outil. Mais derrière, il faudrait avoir beaucoup d'organisation et du bon sens. Absolument. C'est plus important que la technique. Parce que la technique, on peut la maîtriser, on peut. Oui. Mais si on n'a pas d'organisation, donc on ne peut rien faire avec. Ça reste caduc. Donc, Monsieur Riles Yahya, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut citer des exemples d'un travail élaboré en faveur d'une institution, un organisme qui a apporté ses fruits? Oui, on a des projets qui ont été réalisés et qu'on peut nous-mêmes déjà juger comme des projets réussis. Je citerai le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'est le journal Chab. Oui. C'est un quotidien national. Un quotidien national très connu, et je profite de l'occasion pour remercier la directrice, Madame Dubèche, de nous avoir fait confiance pour numériser les enfants, ainsi que son équipe jeune et très dynamique, qui nous ont vraiment aidés pour réaliser ce projet. Donc nous avons numérisé tout le journal Chab depuis 62. C'est quelque part un patrimoine. Un patrimoine. Et justement, ça c'est justement, merci d'avoir ouvert cette parenthèse. C'est dans la numérisation, il y a plusieurs segments. Donc il y a ce qu'on appelle la numérisation patrimoniale, et sur lequel on donne beaucoup d'importance au sein d'entreprises. Il s'agit de la numérisation de tous les documents patrimoniaux de l'entreprise. Très bien. C'est-à-dire les documents anciens qui ont une valeur patrimoniale et pour lesquels on a acquis un matériel excessivement cher et pour lequel on opère et on offre nos services pour les entreprises qui détiennent des fonds patrimoniaux. Ça permet justement de sauvegarder un petit peu ce patrimoine, de le conserver au mieux et puis voilà, de l'offrir justement, de mettre à disposition de ceux qui en auraient besoin. C'est ça. Voilà, ça, ne pas perdre aussi ce fonds. C'est ça, si vous voulez, c'est l'objectif majeur de ce genre d'opération, à savoir la conservation du patrimoine et sa valorisation aussi, donc, par le partage, la communication. Donc des fois on a un patrimoine, mais on ne sait pas le valoriser. Donc là on a un moyen de mieux le valoriser par le partage et la communication via les nouvelles technologies. Très bien, merci beaucoup Yahya Riles. Donc je rappelle que vous êtes fondateur d'une entreprise entièrement spécialisée dans la numérisation et l'archivage électronique. Oui, vous vouliez rajouter un dernier mot, s'il vous plaît? Un dernier mot, justement, nous avons un produit, je viens d'apprendre qu'il y a un événement demain sur l'incubateur, et comme on est trop attaché au patrimoine, donc nous avons déjà un produit, une plateforme qui s'appelle elkitab.dz, et c'est une plateforme qui regroupe toutes les éditions de l'Algérie, avec auteur et le livre, la page de garde, et ses éditeurs, qu'on compte lancer ce mois d'avril-ci. Donc là, je lance un scoop. Il faudrait peut-être aussi se rapprocher donc, de l'incubateur et de toutes ces personnes qui vont célébrer cette journée du savoir demain, donc à partir de 8h30. Vous m'avez donné l'occasion d'annoncer ce produit-là. Très bien. Merci également à vous, Sadia Bousseta, de nous avoir un petit peu parlé de l'événement, donc qui va certainement intéresser tous les amoureux de TIC. Dès demain, ils seront nombreux justement à prendre part à cette manifestation. D'abord pour ceux qui peuvent se déplacer, puis ceux qui restent chez eux et qui sont déjà inscrits pour un contact comme ça virtuel. Merci. Vous vouliez dire un petit mot? Non, c'est bon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. Donc, bon vent pour demain. Merci. Bon vent et puis bonne continuation pour vous, Monsieur Riles. Quant à vous qui nous suivez ce matin, donc, nous continuons notre petit bonhomme de chemin, cette fois-ci pour parler d'une expo, l'expo de Sarah Hamout, une mosaïste rencontrée pour vous par Taous Aït Hamouda.
projet, c'est je voudrais continuer à faire de la formation et valoriser le travail de la mosaïque en donnant des cours aux gens en mosaïque. Et aussi, j'aimerais bien faire des créations de bijoux avec des dessins mosaïques. Nous restons dans l'univers de l'art, mais cette fois-ci pour parler de haute couture, de talentueuses stylistes qui ont occupé l'espace de l'hôtel Sofitel donc cette semaine et qui ont été rencontrées par Maya. Maya, bonjour. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, merci, ravie de vous retrouver. Vous n'êtes pas seule Maya aujourd'hui, vous avez amené quand même une invitée, bien sûr, pour qui le caftan n'a plus de secret. Absolument. Même pas pour nous, parce que le caftan, finalement, il fait le tour du monde. Oui. Il est choisi par les femmes qui ont une sortie, qui veulent porter quelque chose d'ample, de long, de facile à porter. Il n'y a pas mieux que le caftan. C'est une tenue très élégante, effectivement, et de plus en plus prisée à travers le Maghreb, le monde arabe. Et puis le monde arabe, oui. Et puis il a commencé par la Perse, par les pays du Maghreb, évidemment. Oui. Les Ottomans l'ont beaucoup porté, les sultans. On a vu Halim Sultan. On va tout le monde portait le caftan. Tout à fait. Ben, c'est vrai que... Alors, nous avons évidemment fait appel à Madame Fatna Fark, spécialiste dans le caftan, dans tous les styles. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir invitée sur Canal Algérie et si vous saviez combien j'adore l'Algérie. Voilà. Nous aussi, puisqu'on fait appel à vous. Merci, pour venir nous montrer un petit peu certains styles dans le caftan, certains changements dans les tissus, dans les broderies. Tout à fait. Puis, c'est votre clientèle qui a fait appel à vous, oui, en fait. Surtout, oui, parce que j'ai une grosse clientèle que je remercie énormément, qui aime énormément mon travail. Donc, ça fait au moins 8 fois que je viens à Alger et c'est un pays que j'adore de plus en plus. Il y a vraiment de très belles choses à voir en Algérie. Voilà. Vous êtes française, algéro-marocaine, enfin, vous êtes un petit peu... Oui, j'ai vécu à Paris, donc j'ai une influence culturelle franco-française, algérienne maintenant, parce que je fais de plus en plus de caftans avec inspiration aussi algérienne, avec le mejboud, le fetla, mais qui sont travaillés dans des matières de soie et qui sont aussi travaillés dans des satins de soie, mousseline de soie, dans des tissus haut de gamme, voilà. Tout à fait. Et le caftan se porte un peu dans tous les tissus. Ah bah oui, bien sûr, on peut faire du caftan dans toutes les matières. Alors c'est sûr, plus les matières sont légères, plus c'est agréable, plus c'est dans des tissus de soie, on obtient une certaine fluidité, beaucoup de légèreté. Votre caftan, vous pouvez presque le mettre dans votre sac à main, c'est véridique. Donc il y a un travail qui est soutenu sur la finition et c'est des caftans, je crois, ce qu'aime beaucoup ma clientèle, c'est ce côté fluide, aérien et léger. Alors ce qu'on va faire, c'est regarder déjà les images. On voit déjà les images que vous avez amenées. Comme ça donne une idée de votre style, de votre touche. On va voyager avec justement cette élégance si bien décrite par Madame Fatna Fark. Bonjour, alors je vous montre des caftans qui sont trouvés lors de la vente privée. Donc vous avez par exemple un satin de soie avec un brocart qui est perlé, donc c'est très tendance. Vous avez des caftans qui sont en satin de soie, donc une fluidité vraiment quand il fait 35-40 degrés, vous êtes vraiment très à l'aise et qui est perlé or, qui peut être un caftan pour marier. Vous avez des couleurs exceptionnelles qui sont des couleurs rouille. Qui sont très originales avec des motifs géométriques et toujours dans la fluidité. Vous avez des caftans en crêpe de soie, donc très flashy aussi au niveau de la couleur, qui sont un petit peu plus chargés. Et vous avez aussi notre nouvelle collection qu'on a lancée de prêt-à-porter, qui maintenant est accessible à tous les budgets pour les clientes algériennes. Vous avez un aperçu, on en a beaucoup vendu, donc il reste une seule pièce et je vous la montre. Voilà, ça vous donne une idée.
mariage, Maya. N'est-ce pas? Oui. Les couleurs, moi j'étais fascinée par les couleurs dans les pastels, c'est très très beau. Et le dernier choix, c'était le mien. Ah, d'accord. Le dernier caftan. Moi, j'aime bien le vert qu'on a vu tout au départ. C'était très très joli. Donc, le premier caftan en vert comme ça, émeraude, c'était très élégant. Alors, le choix des tissus. Alors, le choix, c'est vrai que depuis des années, j'ai toujours travaillé la soie, qui est un tissu très 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 difficile à travailler, à broder, à perler. Oui. Avec les années, avec la clientèle qui me demandait de faire des caftans, parce que c'est vrai que les caftans de couture ont un prix. Et bien, mesdames, vous allez être contentes parce que je viens de lancer il y a un mois ma collection de prêt-à-porter qui est dans des matières, pas forcément dans de la soie, mais qui vont être accessibles à toute la clientèle, mais toujours dans un travail de raffinement. Donc ça va être des robes d'hôtesse, des caftans très simples pour recevoir les amis à la maison, éventuellement même les porter dans des mariages parce qu'il y a un travail bien fini, comme par exemple la robe que je porte, c'est dans cet esprit-là et qui est accessible à tout le monde. Voilà. Très bien. Et le caftan peut se porter aussi, enfin le prêt-à-porter dans le caftan. Oui. On peut le porter aussi pendant le ramadan, les soirées de ramadan. Tout à fait, le ramadan qui arrive, qui approche. Surtout quand il est adapté justement au quotidien comme ça, voilà. Quand il intègre le prêt-à-porter, comme ça a été fait par Fatna Fark, c'est excellent. Oui, parce que je pense que les femmes de plus en plus ont envie de s'habiller, donc tout à fait. Elles sont devenues de plus en plus coquettes, donc elles ont envie d'avoir quand même avec un budget, donc voilà. Ça a été lancé et on l'a lancé dans la boutique il y a à peu près 15 jours et on a eu vraiment un succès. On avait des clientes qui avaient déjà pris des créations, des caftans et quand elles ont vu notre prêt-à-porter, elles ont rajouté une pièce en plus. Très bien. Très bien, voilà, c'est des idées. C'est bien. Alors, vos projets? Alors mon projet, moi, bon, comme ça fait pas mal d'années que je viens en Algérie, donc j'ai envie de m'installer en Algérie. Donc s'il y a des partenaires qui ont envie de travailler, bien sûr. Elles peuvent me contacter. Et puis on ouvre un showroom, donc on a une boutique à Paris et on ouvre un showroom à Casablanca. Et on espère trouver des partenaires parce que j'adore l'Algérie et travailler avec mes clientes algériennes que je remercie énormément et qui sont très 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 agréables. Je vous embrasse et j'embrasse Béjaïa aussi. Voilà. Eh bien, merci. Je pense que Béjaïa vous embrasse à l'instant. C'est sûr qu'il y a on me connaît et la famille Terki, coucou. Voilà, et ben c'est très bien. Une fois que vous avez salué tout le monde, voilà, vos projets donc sont les bienvenus en Algérie. Maya. Oui, j'espère qu'il y aura écho à il y aura écho à cet appel. Merci, et puis Maya. Voilà, je pense, Radia, on a fait un petit peu le tour. Oui, merci infiniment, Maya, de nous avoir offert cette immersion au cœur du caftan. Caftan, cette tenue traditionnelle tant prisée par les femmes. Qui a une longue histoire, mais on ne peut pas le résumer comme ça en quelques minutes. Disons que le caftan est facile à porter par toutes les femmes. On en reparlera encore, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Maya. Merci à vous, Fatna Fark. Merci à vous surtout. Et on espère très bientôt vous retrouver encore à Alger pour une autre occasion. À bientôt. Voilà. Quant à vous qui nous suivez, restez avec nous. Beaucoup de collègues vont me rejoindre sur ce même plateau. On va parler de sport, on va parler d'un coin vert, on va parler de contes et on va parler également de coiffure dans un moment. Restez avec nous. Situé sur les hauteurs de Sidi Aish, le village de Tinvder surplombe la vallée de la Soumam. Petit hameau de 7000 habitants, il vit au rythme tranquille des saisons. C'est ce lieu qu'a choisi l'imam Marabot Sidi Moussa pour vivre et perpétuer la parole divine. La Zaouia est située sur le point culminant du village. La Zaouia continue à vivre au rythme de la lecture du Coran du Cheikh Noordin El-Hamdawi et de ses élèves. انتم اهلا وسهلا ومرحبا فرحنا ان شاء الله يعني نربحوا عليكم باش خاطر زاويه سيدي موسى تين بالذار دائره سيدي عيش ولايه بجايه هذه الزاويه عاليه مكان تاعها كاين دكاتره قراو هنا كاين معلمين كاين علماء خرجت ما شاء الله اليوم ثانيين كيشوفوها الشعب الجزائري والشعب ولو المسلم عام يفرحوا ان شاء الله بالكلمه هذه. ما معناها سيدي موسى والله العرش تاع ايتوغليس العرش تاع ايتوغليس بكلمه امازيغيه
من كلمة أغيلاس التي تعني شبل الأسد، يعني أي تغليس تشبه مس نغيلاس، مس نزم، مس نزم قرناس باللغة العربية شبل الأسد. وكذلك باللغة العربية أغيلاس فصاحة اللسان عند البعض، يعني كلمة كي تقولوا أغيلاس يعني العبد اللي يهدر فصيح اللسان. D'après la mémoire collective, le saint Sidi Moussa s'est établi au Xe siècle dans la région et a bâti les premiers fondements de la Zaouïa. Mais au fil du temps et des rénovations non raisonnées, il ne reste plus aucune trace de l'architecture initiale. Au centre de la Zaouïa repose Cheikh Sidi Moussa et Cheikh Mohamed Saïd El-Behlouli. Composé de 3 parties, l'ancienne mosquée, le mausolée, les chambres et la pièce de vie, où trône un immense canyon qui chauffait et nourrissait autrefois ses résidents et qui est aujourd'hui un souvenir précieusement gardé. Même si les élèves ne sont plus aussi nombreux qu'autrefois, la spiritualité et la foi en Dieu sont aussi fortes, nourries par un emplacement exceptionnel, un panorama remarquable sous le souffle du vent perpétuel. C'était la Zaouïa de Sidi Moussa, un havre de paix si bien présenté par Mariam Moussaïd, ici présente. Bonjour Mariam. Bonjour. Merci de nous avoir fait voyager. Merci, merci. Et puis, bienvenue à Djilali. Enchanté. Ça va? Très bien. Et vous? Bien. Très bien. Très bien. Vous vous êtes habitué à aller voir également chaque week-end. Donc, Siham Kenouish. Bonjour. Bonjour Siham. Et puis Hakim Keshroud. Bonjour. Bonjour pour vous. C'est pour l'actualité sportive. Siham nous fait voyager également très souvent. Tout à fait. Et ça se fait à travers le conte avec vous, Siham. Bah oui, écoutez, aujourd'hui je vais rejoindre un petit peu le reportage et je vais me lancer dans un conte soufi. On reste dans le mysticisme. Exactement. Très bien, on est mystique, on médite avec vous aujourd'hui. Exactement. Parfait. Donc il y avait un maître soufi qui prenait toujours place à l'entrée d'une ville. C'était sa place, celui qui cherchait la sagesse allait le voir, celui qui voulait écouter de la belle parole ou de belles paroles venait l'écouter. Et un jour, il y avait un voyageur qui passait par là, qui allait rentrer dans cette ville. Il voit le maître soufi, il comprend donc qui est-il réellement. Il arrive vers lui, il lui dit « Derwish », parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Il lui dit « Derwish, dites-moi donc, comment sont les gens dans cette ville ?» Et le maître Derwish lui dit « Dites-moi donc vous, comment sont les gens dans votre ville à vous? Ah, les miens, ils sont hypocrites, méchants, mais alors là, pas dignes de confiance du tout et très mal élevés de surcroît. » Alors le maître soufi lui dit, ben ceux-là sont pareils en fait. Bon, 2 heures après, il y a un autre individu qui arrive, qui regarde le derviche et lui dit, maître derviche, je suis nouveau dans cette ville, comment sont les gens dans cette ville? Et le maître derviche lui dit, dites-moi, les gens que vous avez laissés dans votre ville, ils sont comment? Et le jeune homme lui dit, ah, ils sont bons, ah, ils sont très très bons, bien élevés, très éduqués, on peut leur faire confiance, hein, franchement, je les aime bien, d'ailleurs, je les regrette. Et le maître derviche lui dit, ben ceux-là, ils sont pareils, il n'y a pas de souci. Alors, il y avait un monsieur qui a regardé et qui a vu les 2 scènes, en fait. Alors, il s'approche du maître soufi, lui dit, vous n'avez pas menti à un des deux, c'était vraiment dans l'opposé. Pour l'un, ils sont hypocrites, pour le deuxième, ils sont bons et tout. Il lui dit, ben non, parce qu'en fait, il ne s'agit pas des gens, mais il s'agit du cœur de l'individu. C'est lui, il voit que les gens sont mauvais, c'est qu'il est mauvais. C'est lui, il voit que les gens sont bons, c'est qu'il est bon. C'est tout. Excellent. C'est très subtil, très fin. C'est vraiment un sacré voyage au cœur de du soufisme et du mysticisme. Mariam, vous avez baigné dans cette ambiance? Oui, effectivement. Donc ça a été vraiment un voyage, même s'il était très court.
Mais en fait, d'abord, comme je l'ai dit, l'emplacement, la hauteur, prendre déjà de la hauteur, s'éloigner aussi de la ville, être loin de la ville. C'est vrai que on ressent, il y a quelque chose qui se réveille en fait. Nous les citadins, au bout d'un moment, on est très happés par la modernité, par tout ce le stress de la ville. Et arrivé là-bas, il y a la sérénité, il y a le calme, il y a la sagesse et on sent la sagesse. Et sur le plateau aussi, pour tous ceux qui nous suivent ce matin, Siham Kenouch nous a épargné l'ascension vers un mont, un prémontoire. Nous avons fait cette ascension comme ça en direct avec vous. Merci beaucoup Siham. Mais je pense que vous avez des obligations, un tournage qui vous attend. Donc merci beaucoup en tout cas pour le petit voyage. Merci. Ce fut court et très agréable. Merci beaucoup. Passez une excellente journée Siham. On revient à vous donc Maryam, donc on est en plein printemps. Oui. On s'imagine qu'un beau soleil nous attend à la sortie et pourtant les pluies sont là. Des pluies diluviennes dans certaines régions du pays. Oui, c'est vrai que ces 2 derniers jours, ça a resté vraiment une pluviométrie exceptionnelle. Et donc, il y a du bon et comme en même temps il y a du mauvais. Donc heureusement il n'y a pas eu de grosses rafales. Bon, je parle en ce qui concerne Alger, mais dans l'extérieur je ne sais pas. Donc le vent est bon et en même temps mauvais. D'accord. On sait très bien que le vent fait la pollinisation. Il aide il transporte le pollen d'un arbre à un autre et on peut avoir des fruits pendant l'été. Et en même temps aussi, si le vent est violent, donc les fleurs risquent de tomber et en même temps donc la saison risque d'être perturbée. Bon, la pluie aussi. Parce que les pousses sont petites quand même et fragiles. Exactement. Quand même. Vraiment, les bourgeons sont encore petits, les fleurs aussi c'est très délicat. Donc c'est vrai qu'une forte pluie risque de faire tomber les fleurs et endommager quand même les récoltes en général. Mais ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est aussi des insectes. Il faut dire qui dit printemps, dit vent, c'est toujours venteux. Automatiquement, il y a des petits insectes, il y a des petits champignons qui se baladent comme ça à droite et à gauche. Et systématiquement, c'est la même chose. Donc, les plantes sont malades au printemps, même si elles poussent, elles sont en pleine vigueur. Mais quand même, certaines sont en danger. Exactement. Donc, ce qu'il faudra faire, pour les gens qui aiment utiliser des produits chimiques, ça se vend, on traite facilement. Pour les gens qui n'aiment pas, il y a quand même quelques petits remèdes, on va dire naturels. Oui. On peut, surtout, bien sûr, je parle des gens qui ont des petits jardins, qui ont des petites superficies. Des petits potagers. Voilà, des petits potagers. Ce qu'on peut faire, c'est en fait être vigilant, tout simplement. Essayer au quotidien, presque 2 fois par jour, de vérifier, de voir s'il n'y a pas une chenille qui s'est posée, s'il n'y a pas quelque chose qui démarre. Et alors, il y a le manuel. Alors, manuellement, tout simplement, donc essayer de les enlever. On élimine les parasites par-ci, par-là. Tout à fait, exactement. Quand c'est des champignons, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, alors on peut utiliser l'oignon. C'est quelque chose de très facile. Donc, on va éplucher un oignon, le couper en petits morceaux, le mettre à macérer dans de l'eau pendant à peu près, on va dire, une demi-journée. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'eau et on le met dans un brumisateur, tout simplement. C'est vrai que ça aseptise quand même. Exactement. Et sérieusement, ça marche et c'est efficace. Tout à fait. On peut aussi mettre du vinaigre blanc. Si on a du vinaigre blanc, de diluer dans un peu d'eau. Pareil aussi, surtout quand on a des enfants, surtout quand on a cette conscience de protéger la nature, on ne va pas systématiquement vers les produits chimiques. Donc, on essaye de faire ça. C'est un peu plus de boulot. Mais faut-il une dose particulière ou est-ce que non, faut pas craindre l'histoire des doses? Non, exactement. Mettre par exemple une cuillère de vinaigre blanc dans 1 litre d'eau, tout simplement. Bien sûr, pas une demi-bouteille parce que j'imagine. Voilà. Mais l'oignon, il n'y a pas de souci. Plus c'est fort, plus ça fera de l'effet. Donc répétez ça 1 jour sur 2, un jour oui, un jour non, et vérifiez systématiquement. Ça n'empêche pas, en tout cas, les plantes de respirer, de pousser. Au contraire, on les protège. Et qu'en est-il des pluies? Et les pluies? Faut-il protéger les plantes des pluies? Non, on les laisse. Au contraire, ils sont lavés. Très bien. Ils sont bien lavés. Voilà, exactement, de l'eau distillée. Ça nourrit aussi la terre. Ça nourrit. Ça fait penser que j'ai pas ramassé. D'habitude, j'ai toujours cette petite manie de ramasser, de mettre une bassine comme ça, là où je peux ramasser de l'eau de pluie. Après, je me rince avec les cheveux, je mets dans ma voiture aussi quand j'ai besoin. Donc voilà. Des petits gestes, vous savez, c'est des petits gestes. On se dit, c'est rien, c'est anodin. Mais en fait, c'est des petits trucs qui, au fil du temps, peuvent faire beaucoup. Très bien. J'enchaîne sans beaucoup de transition avec vous, Mahachi, pour parler des cheveux. Alors, qu'en est-il en temps de pluie? On met la tête sous la pluie. Je sais pas, j'ai jamais encore testé. Pour ma part, c'est très bon. Oui. Ah bon? J'adore me promener. Je ferai un shampoing avec un jour, je te dirai. C'est très bon. C'est très bon pour les cheveux. Je pense que ça peut alourdir. Moi, je pense que la pluie, ça peut alourdir le cheveu. Oui. D'accord. Moi, pour moi, maintenant,
Voilà. Je ferai un test sur un en faisant un shampoing. Peut-être ça peut agir pour autre chose, peut-être pour un cheveu très très sec pour lui donner de la brillance, peut-être. Non, je sais pas. En revanche, certaines personnes parlent de l'usage du vinaigre. Elle parlait de vinaigre tout à l'heure. Et le vinaigre, qu'en est-il? Le vinaigre, c'est très très bon pour les cheveux. On peut faire des masques avec de la poudre de Népal. On mélange du vinaigre et de l'huile d'olive. Oui. Et on fait un checker dessus. On peut faire un masque avec sur les cheveux et ça... On a un cheveu qui est très très brillant. Il ne faut pas trop mettre trop d'huile. Il faut pas abuser. Il faut mettre une cuillère à café d'huile d'olive et avec une cuillère à soupe de vinaigre rouge. Très bien. Vinaigre rouge. Pas le blanc. Pas le blanc. Il faut qu'il soit ambré. Très bien. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect aussi avec vous, Djilali. Justement, on va enchaîner dessus parce que justement, j'ai utilisé ce genre de produit sur des soins. On va voir tout à l'heure sur la vidéo Jihan qui avait un ancien balayage et elle voulait illuminer complètement son look. Donc je lui ai appliqué la technique Baby Light, c'est-à-dire, je m'explique, c'est 2 couleurs métal. Très bien. On alterne 2 couleurs métal, on mélange pour garder un petit peu le relief de ses anciennes mèches. Très bien. Donc l'objectif, c'était de lui apporter de la brillance aux cheveux et surtout lui donner une meilleure mine. Donc on va le voir ça tout à l'heure en vidéo et surtout ça lui donne une brillance incroyable sur le relief de ses cheveux. Très bien. On verra ça sur la vidéo. Vous voulez qu'on voit tout de suite? Pourquoi Allez, pas, on en voit, pourquoi pas? Parce qu'on va le voir, l'opération, les complètes. Oui, comme ça on pourra commenter juste après. Voilà. Attentivement capter le jargon, je vous assure. La métal, c'est le mot qui est accrochable aux lèvres. Le métal, c'est pour donner de la brillance et en même temps, ça polie la couleur. C'est-à-dire que la couleur va mieux ressortir avec une autre brillance et un autre relief. Puisqu'elle avait des mèches au départ, donc elle ne voulait pas les supprimer complètement, elle voulait les garder légèrement en transparence. Moi, avec ce genre de mélange, la technique, on patine en même temps les cheveux avec un autre produit et qui donne un super résultat à la fin. Ce qui permet de revenir vers des nuances plus naturelles. Voilà, c'est ce que je dis, le retour au naturel. Très bien, merci beaucoup Djilali Mahachi. Je vous en prie. On va donner la parole quand même à Hakim Keshout qui a été très patient, qui nous a permis à tous de vous exprimer. Toujours aussi généreux, mais... C'est le b.a.-ba du sport, il faut être patient avant de pouvoir marquer. Patient, fair-play et généreux. Donc vous allez être généreux et nous donner toute l'actu de ce week-end, n'est-ce pas? Eh bien oui. Donc on va commencer par le foot avec cette Coupe d'Algérie, avec les matchs vraiment qui étaient très attendus. Très attendu et dans lesquels il s'est passé plein de belles choses et de mauvaises choses en même temps, puisqu'il y a eu de la violence, il y a eu quelques accrochages, il y a eu les matchs ont failli ne pas se terminer pour certains matchs, comme les 2 matchs, le match de Coupe d'Algérie entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, mais également celui qui avait opposé le Chabab Yahdid Belouizdad au MC Oran, match de mise à jour du calendrier. Là, on est en train de voir les images donc, de cette première demi-finale de Coupe d'Algérie qui s'est jouée au stade Shahid Hamlaoui du côté de Constantine. 0-0 après
les 90 minutes et après les prolongations et la séance des tirs au but qui a été en faveur de la GS Kabylie qui compose son billet pour la finale de Coupe d'Algérie. Ce sera le mois de mai prochain, 5 à 4 au total dans la séance des tirs au but. On est parti jusqu'à la deuxième séance, puisqu'on avait fait 4 partout lors des 5 premiers tirs au but. Et puis par la suite, c'était au petit bonheur la chance, les 2 derniers, le Mouloudia d'Alger qui rate par le petit jeune Machi et bien sûr la GS Kabylie qui compose son billet, bien sûr, pour cette finale de Coupe d'Algérie. Et ils vont devoir affronter un autre calibre. On va en parler dans quelques instants. Tout à fait, puisque la seconde demi-finale, quant à elle, a opposé hier encore donc l'USM Belabès au CR Zaouia, et c'est Belabès qui rejoint la GSK. Eh oui, ils ont vaincu le signe indien, les Belabésiens. Donc, ils ont réussi hier à s'imposer par la plus petite démarche devant une équipe combative qui est la CR Zaouia, équipe de 5e division, sur le score d'un seul but à 0. Un but qui a été inscrit pratiquement à la fin de la rencontre, 92e minute de jeu, dans un stade super plein du côté du 24 février 56 à Belabès, les Belabésiens qui recevaient donc cette jeune équipe du CR Zaouia, équipe on le rappelle donc d'interrégion, qui a tenu bon durant 90 minutes avant ce but assassin à la 92e minute de jeu. Et grâce à ce but, l'USM Belabès compose son billet et rejoint la GS Kabylie en finale de Coupe d'Algérie. La GS Kabylie, plutôt l'USM Belabès, on rappelle, avait été sortie à 2 reprises lors des 2 dernières saisons, pratiquement dans le quart final. Cette année, elle retrouve la GS Kabylie, un remake de la finale de 91 où l'équipe de Belabès s'était imposée face à la GS Kabylie. Ces 2 formations vont se retrouver donc le 1er mai prochain au stade du 5 juillet pour décrocher un 2e trophée pour l'USM Belabès, ils réussissent à s'imposer, et un 6e trophée pour la GS Kabylie, club mythique du football national. Je le rappelle encore une fois, ce sera le 1er mai prochain au stade du 5 juillet. Et puis Hakim, on peut parler de mise à jour du calendrier de ce championnat avec le MCO. Il y a eu 2 matchs qui se sont joués. Donc un jeudi, l'USMA d'Alger avait été tenu en échec, un but partout par l'Olympique de Marseille. Et puis hier, un match qui a été arrêté à la 78e minute de jeu avec cette victoire du Shabab Riadid Belouizdad sur le score de 2 buts à 0 du côté du stade Zabana à Oran face au MC Oran. Donc le Shabab Riadid Belouizdad qui, grâce à cette victoire, donc conforte sa place au classement général avec 30 points, alors que le MC Oran, lui, espérait gagner pour reprendre la place de Dauphin et celle du Mouloudia d'Alger, 2e au classement de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1 qui est pour l'instant détenu par le CS Constantine qui reste en tête du classement avec 46 points et le Mouloudia d'Alger juste derrière avec 43 points, 3 longueurs. Le MC Oran est 3e avec 41 points, le Nasser Hussein Dey est 4e avec 39 points et puis au bas du classement, Blida est toujours bon dernier avec 19 points, 15e place l'US Biskra 24 points et l'USM Al-Harrach 14e avec 25 points. Ça promet pour la 26e journée qui aura lieu donc le week-end prochain. En effet, puis on enchaîne directement avec l'UNAF cette fois-ci. Eh oui, pour parler justement de... Oui. On va parler des jeunes. Les jeunes, la Coupe de l'UNAF, malheureusement, qui se joue entre 3 clubs, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. L'Algérie qui avait battu les Tunisiens sur le score de 2 buts à 1 lors du match ouverture. Donc jouera cet après-midi son 2e match face à la Libye pour la première place de ce tournoi UNAF. Les Libyens qui s'étaient imposés hier face à la Tunisie sur le score de 2 buts à 1 et les Tunisiens donc qui prennent la 3e place au classement général de ce tournoi qui, je le rappelle, donc se déroule du côté de Tlemcen avec 3 formations seulement, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Donc gros match cet après-midi à partir de 15 h entre l'équipe nationale algérienne et l'équipe nationale libyenne des moins de 15 ans pour la première place de ce tournoi de l'UNAF. Bon, il s'en passe des choses durant le week-end. Oui, ça bouge pas mal. Il se passe plein de choses. Bon, en tout cas, on va parler aussi, on continue de parler de chiffres, si vous voulez bien, Hakim, avec cette fois-ci la Ligue 2, les résultats. Tout de suite, s'il vous plaît. Résultat complet de cette 26e journée de Ligue 2 qui profite encore une fois au Mob de Béjaïa qui reprend la tête du classement général avec 52 points. Les résultats complets, l'Azmo d'Oran et l'Aïsso Chlef ont fait match nul, 1 but partout. La Mel Boussaada a battu le Shabab Riadid Ain Fakroun 1 but à 0. Le Cap de Borj Bouareraj qui bat le RC Rilizan 3 buts à 2. Le Raliad Mascara qui s'impose devant le Wydad de Tlemcen 2 buts à 0. La GSM Skikda battue par le RC Krouba 2 buts à 1. Le Mouloudia d'Al Alma qui cartonne devant la GSM Béjaïa 4 buts à 1. Le
Mob de Béjaïa qui bat l'équipe qui était en tête, l'AS Ain Lila, 2-0. Et puis enfin, le Mouloudiyat Saïda qui bat le Cap de Batna, 2-0. Classement, Mob de Béjaïa en tête avec 52 points, suivi de l'AS Ain Lila, deuxième, 48 points. Troisième, GSM Béjaïa avec 46 points au bas du classement. Le Cap de Batna est 14e, 25 points, en compagnie du Raliad Mascara, 15e, 25 points également. La lanterne rouge, c'est le Shabab Riyadin Ain Fakroun, 16e et bon dernier avec 23 points. Les pauvres malheureux. Les pauvres malheureux. Voilà. On leur souhaite bon courage pour la suite. Il reste beaucoup, il reste encore... j'imagine. Ça va être dur de remonter quand même la liste. Là, il reste encore quand même 4 journées, 12 points à prendre. Tout est encore faisable pour cette Ligue 2, surtout pour ceux qui descendent en Ligue inférieure la saison prochaine. Voilà. Allez, on va parler de basketball. On a beaucoup parlé de football cette fois-ci. Donnons un petit peu la chance au basketball dans cette édition. Et surtout féminin, avec la Coupe d'Algérie. Résultat donc des quarts de finale de la Coupe d'Algérie avec les 3 résultats en notre possession. L'USA donc de Batna a été battu par le RC Borj Bouarerej 54-45. Victoire des groupements sportifs des pétroliers sur le CR Ali Menjel par forfait de l'équipe Ali Menjel, donc 20-0 pour le groupement sportif des pétroliers. Et puis deuxième abandon, c'est dans cette rencontre qui avait opposé le MT Sétif au GF de Kouba, donc forfait du GF Kouba et victoire donc du MT Sétif 20-0. Et les messieurs ont disputé donc le quart de finale, mais cette fois-ci en volleyball. Voilà, avec le volleyball, donc le Ner Borj Bouarerej qui s'impose 3-7-0 face à Tnit El Abed, le groupement sportif des pétroliers qui eux s'imposent 3-7-0 face au NC Béjaïa. Et puis enfin, le SC Tif qui bat le MCB Larwat 3-7-0 également. On termine avec un mot sur le judo, compétition de judo cette fois-ci. Allez, deuxième journée avec encore 3 médailles pour l'Algérie, pour ne pas dire 4 médailles, avec le judoka algérien Fethi Nourine qui a été sacré champion d'Afrique de la catégorie des moins 73 kg en s'imposant en finale devant l'Égyptien Mohamed Mahieddine vendredi donc à Tunis. C'est la 3e médaille d'or algérienne dans la compétition, après celle remportée jeudi par Abdelrahman Ben Amadi dans la catégorie des 90 kg et Khawkawtar Wa'lal dans la catégorie des moins 78 kg. Outre la médaille d'or de Nourine, les judokas algériens ont également décroché 3 médailles de bronze lors de cette deuxième journée de compétition. Elles sont l'œuvre de Iman Agouar, Amina Belkaïdi dans la catégorie des moins 63 kg et Zourdani dans la catégorie des moins 81 kg. Après 2 journées de compétition, l'Algérie totalise 11 médailles, 3 en or, 3 en argent et 5 en bronze. Excellent. Merci. Excellent. Donc, voilà. Est-ce qu'on aura l'occasion sur justement Canal Algérie de voir en images ces compétitions pour l'instant non, donc pour l'instant non, mais bon, ce soir il y aura le résumé de tous les matchs de football dans l'émission Canal Foot à partir de 21h, et puis demain avec Mokhtar Hamani, l'émission 52 chrono, on va revenir sur tous les sports co, volley, basket, handball, athlétisme en compagnie de Mokhtar Hamani demain lundi. Très bien. J'ai vu que c'était quand même un week-end très dense. Est-ce que vous avez eu le temps, Hakim, d'assister à l'une de ces compétitions? Pas trop. Pas trop. Même pas le foot? Pas trop, ouais, même pas le foot. C'était trop chaud, non, j'ai pas eu le temps. On avait d'autres chats à fouetter. D'autres chats à fouetter, d'autres plantes à nourrir, à préparer, donc qu'en est-il? Est-ce que c'était un week-end bien rempli? C'était un week-end à la maison, avec le temps qu'il faisait. Il n'y avait pas un qui vive dehors, il faut dire. C'est avec la pluie, bon, tout le monde est un peu réticent. Mais bon, les jardiniers aussi sont restés à la maison. Même le prix des légumes va peut-être augmenter un peu parce que avec la pluie, la boue, c'est pas évident. Tout à fait. La pêche s'arrête aussi, donc moins de poissons donc le week-end, effectivement. Ça fait rien, on vit au ralenti un petit peu, ça nous fait que du bien. Ça fait énormément de bien. Donc, ça permet de faire plaisir aux légumes secs. Oui. Ils refont surface. Ils sont revenus ce week-end. Voilà, qu'ils refont surface pour le week-end. Il fait frais. Certainement. Bon. Et souvent, les ragoûts faits à base justement de légumes secs sont très convoités durant la saison d'hiver. Mais il faut dire qu'on n'est pas en hiver quand même. On est au printemps. Oui. Au printemps, n'est-ce pas? Les saisons se décalent. On a du mal à s'en séparer. On ne veut pas laisser partir. C'est ce qu'on dit. Il s'étale un peu jusqu'à... Bon, dans quelques semaines, ça rentrera dans l'ordre. Oui, ça, c'est sûr. On a toujours dit en avril, ne te découvre pas d'un film, mais pas à ce point. Oui. Moi, j'en profite. Moi, personnellement, je suis comme les escargots. Ça me fait plaisir. Quand il pleut, je suis heureuse. Même si les activités sont réduites. Il y en a plein en ce moment d'escargots. Oui. Voilà. Par contre, voilà. Les escargots, ceux qui ramassent les escargots, voilà. Un petit escargots, impair champignons également. Champignons également. C'est vrai que dans quelques jours, il faudra aller ramasser les champignons. Voilà, excellent. Peut-être que vous nous ferez quand même vous nous offrirez une petite rubrique consacrée à cela.
On va parler de champignons. Et surtout pour informer les gens sur les catégories vénéneuses oui, de champignons. Effectivement, absolument. Justement, il y a une association à Blida qui fait ça. Donc, elle fait des randonnées pédestres et en même temps, donc, elles font découvrir aux gens quels champignons ramasser et lesquels surtout ne pas toucher. Tu devrais aussi trouver des couleurs végétales, des plantes et tout. Oui. Ça existe, hein. Comme par exemple la betterave, je sais qu'il y a certains qui se teignent les cheveux avec on met de la betterave, De la betterave? Oui, du jus de betterave. D'accord. Moi, le henné, c'est le plus connu. C'est la plante la plus connue. Pour s'en débarrasser, c'est un peu difficile, non? Casse-tête pour les cheveux blancs, par contre. Hein. Sur les cheveux blancs, les cheveux noirs, non. Ça... Même si tu l'appliques sur une personne qui a les cheveux décolorés, qui met du henné pour l'enlever. Prochainement, j'ai une vidéo là-dessus. Oui, la nature fait bien les choses. Oui. Sur ce mot, donc, on va se quitter, mes amis. Donc, Mariam, c'était un plaisir. Mariam Moussaïd, également avec vous, Tilali. Donc, on vous retrouvera dimanche prochain, Inch'Allah. Probablement. Et également Hakim, donc, qui reviendra pour le meilleur de l'actualité sportive dimanche prochain. Et puis, dans son émission également. Merci. Merci, passez une excellente journée à tous. Vous également qui nous suivez ce matin, merci de nous être fidèles dans Canal Algérie et puis surtout dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Demain, vous retrouverez un duplex justement à l'occasion de la journée du savoir Yom El Ilm